Nous avons vu la semaine dernière comment énoncer un besoin lorsqu'on étudie un objet technique. Nous allons voir maintenant, à partir de ce besoin, comment rédiger ce qu'on appelle le cahier des charges. Vous pouvez dès à présent préparer une fiche d'activité, comme la semaine dernière, sur laquelle vous marquerez analyse fonctionnelle, fonction principale et contrainte. Vous devrez repérer sur chacune des écrans le petit symbole pause qui vous indique que vous pouvez mettre sur pause pour pouvoir recopier avec le petit stylo qui indique votre travail. Petit rappel, nous avons donc énoncé le besoin pour le fauteuil HandiMove, qui est de permettre à une personne à mobilité réduite de se déplacer de façon autonome tout en pouvant être accompagnée. Il existe deux outils graphiques pour faire ce travail, mais ce n'est pas indispensable de les utiliser. Donc le premier à gauche, c'est ce qu'on appelle le diagramme des cas d'utilisation, et le croquis de droite, c'est ce qu'on appelle la bête à cordes. Nous allons dans un premier temps étudier tous les éléments qui vont interagir avec notre fauteuil. Nous pouvons dès à présent mettre bien sûr la première personne qui est en rapport avec le fauteuil, c'est la personne à mobilité réduite, ses déplacements autonomes et enfin son aidant. Il y aura aussi la téléthèse qui permettra de piloter le fauteuil, mais je rappelle que la téléthèse permettra aussi de piloter d'autres éléments domotiques de la maison de la personne à mobilité réduite. Nous pouvons rajouter l'environnement au sens très large du terme, c'est-à-dire l'environnement naturel, mais aussi l'environnement va être, ce souci d'environnement va être aussi en conformité, en principe, avec certaines normes. Le fauteuil HandiMove est bien sûr, repose bien sûr sur le sol, il va rouler sur le sol, et ce sol peut être de différentes matières, plus ou moins lisses, plus ou moins caillouteux, et il faut bien sûr étudier le rapport de fauteuil avec ce sol. Le fauteuil HandiMove va être aussi vu par des gens. On va se soucier donc de son esthétique. Il faudra aussi, bien sûr, se soucier de sécurité. Et la sécurité pour ce type de système est souvent régie par ce qu'on appelle des normes soit internationales, soit européennes, soit encore purement françaises. Il nous reste un élément à rajouter, ce sont les courses que éventuellement la personne à mobilité réduite pourrait faire avec son fauteuil. Voilà, nous avons fait l'inventaire des éléments qui vont interagir avec le fauteuil HandiMove. Vous allez pouvoir maintenant recopier ce schéma en mettant sur pause avant de relancer pour passer à la suite. Intéressons-nous dans un premier temps aux relations qui vont exister entre ces quatre éléments. En effet, c'est ici que l'on va pouvoir énoncer les fonctions principales du fauteuil, les fonctions principales étant la traduction directe du besoin. Sur ce schéma, la fonction principale va être symbolisée par un trait entre deux éléments extérieurs et passant par notre objet. Regardons d'abord la relation que le fauteuil HandiMove va pouvoir établir entre la PMR et le déplacement autonome. Nous appellerons cette relation la fonction principale numéro 1, FP1, et nous pouvons l'énoncer ainsi. Le fauteuil HandiMove permet à la personne à mobilité réduite des déplacements autonomes. Même travail pour la relation entre la personne à mobilité réduite et son aidant. Donc là, ça va être la relation FP2, la fonction principale 2, et nous pouvons l'énoncer de la façon suivante. Le fauteuil permet à la personne à mobilité réduite d'être accompagnée de son aidant. Vous pouvez maintenant mettre sur pause
pour compléter votre schéma et recopier le texte avant de reprendre votre travail. Nous allons maintenant symboliser et annoter les différentes fonctions contraintes. Une fonction contrainte étant une obligation que le fauteuil doit remplir vis-à-vis de son environnement. Mettez sur pause pour compléter votre schéma. Nous allons maintenant énoncer les fonctions contraintes. Il suffit pour cela de faire des phrases dont le sujet est notre objet, le fauteuil, et faire une phrase qui va relier par une obligation ce fauteuil à son environnement. Par exemple, pour la fonction FC1, fonction contrainte numéro 1, on peut dire que le fauteuil doit accueillir une personne à mobilité réduite. Il s'agira ici d'une contrainte qu'on va appeler ergonomique, c'est-à-dire le rapport physique entre le fauteuil et la personne à mobilité réduite. Nous pouvons, pour la fonction FC2, le rapport entre le fauteuil et le boîtier de contrôle, c'est tout simplement que le fauteuil doit être piloté par le boîtier de contrôle d'environnement. FC4, à titre d'exemple, on peut dire ici que le fauteuil doit accueillir un aidant. Il faudra bien sûr ultérieurement préciser un certain nombre de caractéristiques. Autre exemple, concernant le fauteuil et son environnement général, nous pouvons dire que le fauteuil doit respecter l'environnement. Vous pouvez maintenant faire la liste de toutes les fonctions et recopier celles que je vous ai déjà proposées. Pour cela, vous mettez sur pause avant de poursuivre. Une fois énoncées, les fonctions vont devoir être précisées par des critères, mais aussi par des niveaux de performance, c'est-à-dire des valeurs qui vont rendre mesurable chacun des critères. Par exemple, pour notre PMR, on peut se poser la question, mais qui est cette personne à mobilité réduite? Donc, on va essayer de lui trouver des caractéristiques, et ces caractéristiques seront traduites par des critères, des niveaux, pardon, mesurables. De la même façon, on dit dans la fonction contrainte numéro 1 que le fauteuil doit accueillir une PMR. Mais comment accueillir cette PMR? Ici aussi, on va préciser par un critère et des niveaux comment cette personne sera accueillie. Ici, nous sommes dans le cadre de ce qu'on appelle une contrainte, une fonction contrainte euh, ergonomique, c'est-à-dire que nous étudions le lien qui va exister, le lien qui va exister entre la personne, la PMR, et son fauteuil. Autre exemple, pour la fonction contrainte FC5, le fauteuil doit transporter une charge. Il va falloir pour cette contrainte trouver des critères et pour chacun des critères mettre un ou plusieurs niveaux. Alors, pour une charge, le premier critère qui vient à l'esprit, c'est tout simplement la masse. Effectivement, donc, combien de kilos va-t-on pouvoir porter? Ici, en termes de niveau, je vais mettre 30 kilos, ce qui est peut-être déjà beaucoup pour un panier de course même bien rempli. Autre critère que l'on pourrait mettre, c'est cette masse, dans quel volume on va la faire tenir. Effectivement, le concepteur aura besoin de définir un volume qui nous permettra de ranger quelque chose. Donc ici, je mets 0,8 m3, ce qui me semble raisonnable pour transporter 30 kg. Ce travail devrait être fait pour chacune des fonctions, de façon à bien préciser ces fonctions et vérifier par la suite si notre objet correspond bien, répond bien à toutes les attentes. Ici, nous nous arrêtons à ces deux exemples. L'essentiel est de comprendre ce qu'est une contrainte, ce qu'est un critère et un niveau associé à cette contrainte. Le besoin étant énoncé, les fonctions principales ayant été écrites, les fonctions contraintes ayant été listées et caractérisées par des critères et des niveaux, nous regroupons l'ensemble de ces informations dans un tableau
qui va s'appeler le cahier des charges. Faisons maintenant la synthèse des activités qui ont permis de rédiger le cahier des charges. Le demandeur exprime son besoin auprès du concepteur, c'est ce qu'on appelle l'identification du besoin. Le concepteur va rédiger de façon la plus précise possible le besoin de l'utilisateur. Pour cela, il peut utiliser éventuellement des outils graphiques qui existent. C'est la partie énoncée du besoin. Troisième étape consiste à déterminer l'ensemble des fonctions qui vont être utiles pour que l'objet réponde aux besoins. Pour cela, il y a d'abord ce qu'on appelle les fonctions principales. Qu'est-ce que permet l'objet? Quel service il rend? Il y a enfin les fonctions contraintes, ou contraintes tout simplement. Ces contraintes peuvent être classées suivant différentes natures, les contraintes liées au fonctionnement, à la sécurité, au développement durable, à l'ergonomie. Je rappelle que c'est l'étude du rapport physique entre l'utilisateur et l'objet, des contraintes liées à l'esthétique et enfin des contraintes liées au budget. Certaines des contraintes, d'ailleurs, nous ne les avons pas étudiées à propos de notre fauteuil. L'étape suivante consiste à déterminer pour chaque contrainte des critères d'appréciation et des niveaux de performance, ce qui permettra, je répète, de vérifier en fin de projet si l'objet répond bien au cahier des charges, répond bien aux attentes. Et enfin, l'ensemble du travail précédent est rédigé dans un tableau et dans un document que l'on appelle le cahier des charges. Le cahier des charges est un document contractuel entre le demandeur et le concepteur. Il exprime le besoin de l'utilisateur sous forme de fonctions et contraintes auxquelles doit être soumis l'objet ou le système technique. Il précise pour chaque fonction des critères d'appréciation et des niveaux de performance attendus. Vous pouvez maintenant noter sur votre fiche d'activité le rappel de la démarche, c'est-à-dire premièrement identifier le besoin, deux énoncer ce besoin, lister ensuite les fonctions et les contraintes, 4. Déterminer les critères et niveaux, et enfin rédiger le cahier des charges. Vous pouvez mettre sur pause pour rédiger. Et bien voilà, nous avons fini cette deuxième étape de travail. Nous avons maintenant l'ensemble des éléments qui permettent de rédiger un cahier des charges. Vous trouverez la semaine prochaine le cahier des charges complété, mais vous aurez dans la semaine à faire un QCM sur Pronote pour vérifier si vous avez bien compris et aussi pour approfondir un petit peu ces notions. La troisième étape sera le début de ce qu'on appelle la conception.